a commencé à partir de rien. Aujourd'hui, on prête près de 5 milliards l'année dans plus de 80 000 villages du Bangladesh. C'est l'histoire de l'idée, puis de la création de la première banque du microcrédit au monde. Cette interview de Mohamed Yunus a été tirée du livre La 8e habitude de Stephen R. Covey, l'auteur de cette habitude de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Tout a commencé il y a 25 ans. J'enseignais l'économie dans une université du Bangladesh. Le pays était en proie à la famine. J'en étais terriblement affecté. J'étais là, enseignant les élégantes théories de l'économie dans une salle de classe avec tout l'enthousiasme d'un philosophia docteur tout neuf obtenu aux États-Unis. Mais en sortant de la salle de classe, je voyais des squelettes autour de moi, des gens qui s'apprêtaient à mourir. Je me rendais compte que tout ce que j'avais appris, tout ce que j'enseignais n'était que des histoires factices, sans signification pour la vie des gens. J'ai alors cherché à découvrir comment les gens vivaient dans le village voisin du campus de l'université. Je voulais découvrir s'il y avait quelque chose que je puisse faire en tant qu'être humain pour retarder ou empêcher la mort, même d'une seule personne. J'abandonnais la vision d'ensemble qui fait tout voir d'en haut, depuis le ciel. J'adoptais la vision du ver de terre, tentant de trouver ce qui vient droit devant soi, de le renifler, le toucher, de voir s'il y a quelque chose à en faire. Un incident particulier me fit prendre dans une nouvelle direction. Je rencontrai une femme en train de fabriquer des tabourets de bambou. Après une longue discussion, je m'aperçus qu'elle ne gagnait que 2 cents US chaque jour. Je ne pouvais croire que quelqu'un puisse travailler si dur et faire de si beaux tabourets de bambou pour un si minuscule profit. Elle m'expliqua que c'était parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter le bambou des tabourets, qu'elle devait emprunter cet argent au commerçant, lequel imposait comme condition qu'elle ne vende ses produits à lui, au prix qu'il décidait. Et c'est ce qui expliquait les 2 cents. Elle était pratiquement condamnée à travailler pour ce commerçant. Et combien coûtait le bambou, je lui demanda. Elle dit, environ 20 cents. Pour un très beau matériau, 25 cents. Je pensais les gens souffrent pour 20 cents. Il n'y a rien que je puisse y faire. Je me suis demandé si je devrais lui donner 20 cents. Puis j'ai eu une meilleure idée. Faire une liste de gens ayant des besoins d'argent du même ordre. J'ai pris avec moi l'un de mes étudiants et nous avons fait le tour du village pendant plusieurs jours pour arriver à une liste de 42 personnes dans une situation comparable. Après avoir additionné le montant total dont elles avaient besoin, j'ai eu le plus grand choc de ma vie. Cela faisait en tout 27 $. J'avais honte de moi-même, honte d'appartenir à une société qui ne pouvait même pas fournir 27 $ à 42 êtres humains travailleurs et talentueux. Pour échapper à cette honte, je pris l'argent de ma poche et le donnai à mon étudiant en lui disant « Tu prends cet argent et tu le donnes à ces 42 personnes en leur disant que c'est un prêt, mais qu'elles peuvent me rembourser quand elles seront en mesure de le faire. D'ici là, elles peuvent vendre un produit partout et elles peuvent obtenir un bon prix. » Après avoir reçu l'argent, elles étaient très enthousiastes. À la vue de cet enthousiasme, je me dis, que puis-je faire maintenant? J'ai alors pensé à l'agence bancaire située sur le campus de l'université et je suis allé voir son directeur pour lui suggérer de prêter de l'argent aux pauvres gens que j'avais rencontrés dans le village. Il tomba du ciel. Il me répondit, « Vous êtes fous, c'est impossible. Comment pourrions-nous prêter de l'argent à des gens pauvres? Ils ne sont pas solvables. » J'ai tenté de plaider. « Faites au moins un essai et voyez ce qui se passe. C'est seulement une petite somme d'argent. » Sa réponse fut « Non, nos règles ne le permettent pas. Il ne peut pas offrir de garantie et cela ne vaut pas la peine de prêter un montant aussi faible. » Il me suggéra alors de voir le haut responsable de la hiérarchie bancaire du Bangladesh. J'ai suivi son conseil et suis allé voir les gens qui comptent dans le milieu bancaire. Tout le monde me dit la même chose. Finalement, après plusieurs jours de démarche, je m'offris moi-même comme caution. Je cautionnerai le prêt. Je signerai tout ce qu'ils me demanderont de signer. Ils pourront me remettre l'argent et je le donnerai à qui je veux. C'est ainsi que les choses ont commencé. Ils m'ont averti à maintes reprises que les pauvres gens qui recevraient l'argent ne le rembourseraient jamais. Je dis je prends le risque. Et la chose surprenante est qu'ils m'ont remboursé chaque penny, plein d'enthousiasme,
Je suis allé chez le directeur d'agence pour lui dire, écoutez, il rembourse, il n'y a pas de problème. Mais il répondit, oh non, ils vous mènent en bateau. Bientôt ils prendront davantage d'argent, ils ne les rendront jamais. Je leur ai demandé alors plus d'argent et ils me l'ont remboursé. Je le lui dis, mais sa réponse fut, eh bien, vous pouvez peut-être le faire dans un village, mais si vous le faites dans deux villages, ça ne marchera pas. Je me suis empressé de le faire dans deux villages et ça a marché. Il en est résulté une sorte de bataille entre moi et le directeur d'agence et ses collègues à des postes plus importants. Ils répétaient qu'un plus grand nombre de villages montrerait peut-être qu'ils avaient raison. J'ai alors opéré dans 5 villages, ce qui montrait simplement que tout le monde remboursait. Ils ne lâchaient pas prise, ils disaient 10 villages, 50 villages, 100 villages. La chose devint alors une sorte de compétition entre eux et moi. J'obtenais des résultats qu'ils ne pouvaient contester parce que c'était leur argent que je distribuais. Mais ils ne pouvaient l'accepter parce qu'ils avaient été formés à croire que les pauvres ne sont pas fiables. Heureusement, je n'avais pas été formé de cette façon, de sorte que je pouvais croire les choses que je voyais, telles qu'elles se révélaient à moi. Mais l'esprit des banquiers, leurs yeux étaient aveuglés parce qu'ils avaient appris. J'eus finalement cette idée. Pourquoi est-ce que j'essaie de les convaincre? Je suis totalement convaincu que des gens pauvres peuvent emprunter de l'argent et le rembourser. Pourquoi ne pas créer une banque séparée? L'idée m'enthousiasmait. J'ai alors rédigé une proposition et suis allé voir le gouvernement pour obtenir l'autorisation de fonder une banque. Il m'a fallu 2 ans pour convaincre le gouvernement. Le 22 octobre 1983, nous sommes devenus une banque officielle, indépendante. Et quel enthousiasme que le nôtre! Nous avions désormais notre propre banque et nous pouvions nous étendre à notre guise. Et nous avons pris de l'expansion. La banque Grameen opère désormais dans plus de 82 000 villages du Bangladesh et compte plus de 2500 agences et plus de 20 000 employés. Elle a prêté plus de 4,5 milliards de dollars, souvent sous la forme de prêts de 12 à 15 dollars. Et la valeur moyenne de ces prêts est inférieure à 200 dollars. Chaque année, elle prête environ un demi-milliard de dollars. Elle prête même à des mendiants pour les aider à abandonner la mendicité et à se mettre à vendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker